On se trouve présentement à Belleuil, devant les bureaux de Nature Action Québec, et on s'en va rencontrer M. Pascal Bigras, directeur général de cet organisme pro-environnement. Un organisme qui fêtera bientôt ses 40 ans d'existence, et on va passer à travers tout l'historique et les différents enjeux qui sont défendus. Monsieur Pascal Bigras, vous êtes directeur général ici chez Nature Action Québec. Ça fait déjà 28 ans que vous êtes ici. Oui. Mais c'est un organisme qui a été fondé en 1986 à Saint-Bruno. Oui. Donc, avant d'aller dans tous les détails de vos activités, est-ce qu'on peut revenir au tout début? Pourquoi ça a été créé, cet organisme? Tout à fait, avec plaisir. Donc, bienvenue chez Nature Action. Alors, en 85, des citoyens, je dirais, émérites de Saint-Bruno, des gens qui étaient des chercheurs, qui travaillaient en mycologie, ça c'est l'étude des champignons dans les forêts, qui travaillaient en biologie, en santé humaine, se sont réunis, en écotoxicologie aussi, se sont réunis, 4 couples de Saint-Bruno qui se connaissaient et qui se sont dit, il faut agir. On a un problème à Saint-Bruno. Et à l'époque, on se rappelle, les Montérégiennes, c'est des milieux propices, le sol est propice à la culture de la pomme. Donc, les vergers sont près dans les Montérégiennes ou sur le pourtour des Montérégiennes. Et avant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on développait de toutes sortes de façons. Donc, on développait dans les vergers. Alors, à Saint-Bruno, en 85 et maintenant encore aujourd'hui, il y avait beaucoup de vergers, de pommiers sur les terrains privés des citoyens. Okay. Et les citoyens, ils veulent des pommes. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrosaient avec des pesticides. N'importe quand, la fin de semaine, les enfants jouent dehors, le chien, les voisins se baignent, on arrose des pesticides. Alors, ces gens-là qui avaient une connaissance scientifique des dangers d'utiliser des pesticides pour la santé humaine, la santé animale, se sont dit, faut agir. Donc, ils se sont réunis, puis déjà dès le début, il y avait vraiment une vision, un désir de communiquer, de transmettre de la connaissance pour un changement, pour des gestes concrets que la population apprennent et modifient leur comportement. Fait que Nature Action a été créée sur cette base-là, puis ça a évolué au fil des besoins de la société. OK, oui, parce que au fond, ces gens-là qui arrosaient leurs pommiers de pesticides, probablement que c'est simplement un manque de connaissances. Tout à fait. Il n'y avait aucune idée de l'impact que ça pouvait avoir sur la santé. Tout à fait. Puis c'est en éduquant les gens, puis en ouvrant le dialogue avec eux qu'on peut réellement changer les choses. Tout à fait. Puis, au fil des années, vous l'avez dit, c'est devenu un organisme à proprement dit. Et là, vous avez multiplié les actions là, au fil des années. Bien, déjà, au début des années 80, 90, on avait beaucoup d'implications chez Nature Action en gestion des matières résiduelles. Donc, l'implantation de la collecte sélective, les gens qui avaient lancé Nature Action, qui s'appelait Nature Action Saint-Bruno à l'époque, étaient impliqués aussi dans le lancement de Récupération Montarville. Donc, Montarville pour Saint-Bruno de Montarville. Et on travaillait ensemble. Moi, je travaillais avec eux. Moi, je faisais autre chose en récupération ailleurs. Et donc, il y a eu un gros investissement de projets et je dirais, de bénévoles, parce qu'il y avait beaucoup de bénévoles au début de Nature Action, pour la gestion des matières résiduelles et toute la question de la protection de la montagne, du Mont-Saint-Bruno. Au début des années 80, c'est là que le parc de conservation du Mont-Saint-Bruno a été créé, suite à une consultation publique, puis les citoyens ont beaucoup travaillé pour que ça ne soit pas développé, la montagne de Saint-Bruno. Et donc, il y avait un volet gestion des milieux naturels, gestion des matières résiduelles. Il y avait un volet, évidemment, alternative aux pesticides. Donc, le potager écologique, la culture écologique, l'entretien de nos espaces verts, tout ça. Puis, rapidement, se sont greffés... J'ai un exemple là, autour du lac du village à Saint-Bruno. À l'époque, c'est très loin, ces gens-là ont pris leur retraite, on tondait le gazon jusque dans l'eau. Donc, la bande riveraine, ça n'existait pas. C'était beau, du beau gazon jusque dans le lac du village. Fait qu'il y a eu des projets à l'époque, notamment là, de revégétalisation, de renaturation des berges, d'aménagement de sentiers, dans le respect de la bande riveraine. Fait que c'était toutes sortes de projets que Nature Action faisait. C'est ça, donc... À Nature Action, se sont greffés des différents experts parce que, je veux dire, à partir du moment où vous touchez un peu à tout ça, les pesticides, les matières résiduelles, les rives, tout ça, il faut des experts dans tous les domaines. Tout à fait, vous le dites bien. Nature Action, c'est vraiment un regroupement de gens qui ont de l'expertise. Les employés de Nature Action sont probablement dans l'âme activistes, mais dans leur
pratique professionnelle, ils sont engagés à faire de la science, à transmettre de la science, à faire des projets scientifiques qui respectent les contenus scientifiques connus. Et on réussit à fonctionner maintenant, aujourd'hui. On reviendra dans l'historique, mais aujourd'hui, on a une trentaine de chargés de projet qui ont pour la plupart des maîtrises en sciences de l'environnement, des bacs en bio, des bacs en urbanisme, etc., des formations scientifiques reconnues. Et c'est ces gens-là qui mènent nos 400 projets. Et on s'assure que la qualité scientifique y est. Oui. Puis, pour revenir en arrière, quand on parle de gestion de matières résiduelles, ça, c'est quelque chose qui a été mis en place par ce regroupement de citoyens-là à cette époque-là. Oui. C'était nouveau. Est-ce que vous sentez qu'il y a plusieurs projets comme ça qui touchent l'environnement, qui sont parfois avant leur temps? C'était quoi la réponse des gens? En fait, c'est notre travail. C'est une très bonne question. Puis moi, c'est ce qui me plaît, c'est pour ça que je suis encore chez Naturaction, c'est que notre travail, c'est d'être à l'affût des bonnes nouvelles pratiques, de les expérimenter et de les implanter. Il y a eu toutes sortes de choses de ce type-là. Là, on parle du compostage. À l'époque, on faisait la promotion du compostage domestique. On avait un projet provincial d'implantation du compostage domestique dans les municipalités avec plein de partenaires qui étaient des agents livreurs. On a géré le parc de conservation du Mont-Saint-Bruno de 92 à 2000. Donc, on a été le mandataire du gouvernement du Québec. Je ne sais plus c'était quel ministère à l'époque qui gérait le parc. Et on faisait du vin de pissenlit. On avait un casse-croûte avec des morceaux de pissenlit dans la... Moi, je ne suis pas cuisinier, là, dans l'alimentation. Et évidemment, le vin de pissenlit, on ne le donnait pas au public, là, on le prenait pour nous, parce que sinon, on n'avait pas de permis. Mais... on a fait la transformation du verger. On gérait 2000 pommiers dans le parc de conservation du Mont-Saint-Bruno et on a fait sur plusieurs années la transformation de l'usage de pesticides vers sans pesticides. Fait un des projets qu'on faisait. Oui. Oui, puis ça permet aussi de démontrer qu'on peut avoir des bonnes pommes dans ce projet-là spécifiquement, sans l'usage de pesticides. Puis ensuite, ça permet à tout le reste du Québec là, de prendre exemple là-dessus. Si on prend cet exemple-là, suite à cette expérience-là, on a écrit un guide avec l'IRDA qu'on a diffusé à tous les pommiculteurs du Québec pour qu'ils implantent ces bonnes pratiques-là. C'est une approche toujours de communication, de revenir, d'éduquer, d'aller chercher les bonnes pratiques, puis de faciliter la transformation de la société. Puis à quel moment est-ce que c'est passé d'un regroupement de citoyens à réellement un organisme à but non lucratif? Assez rapidement, dès 85, ils se réunissaient, puis 86, il y avait incorporation. Donc très rapidement. Puis je dirais pendant presque une dizaine d'années, c'est resté local. Saint-Bruno, la montagne, un projet ou deux, on parlait de compostage domestique à la grandeur du Québec. Puis en 95, il y a eu cette décision de dire, ben oui, on est capable de faire des projets québécois, fait qu'on change notre nom. Donc c'est devenu Naturaction Québec. Et à ce moment-là, l'équipe s'est agrandie. Moi, j'étais arrivé en 96 et on a eu le verglas en 98. Alors le verglas, c'était triste parce qu'on gérait les activités commerciales et récréatives du parc. Nous, notre plaisir, c'était que les gens accèdent à la nature, prennent contact. On dit souvent qu'on protège ce qu'on connaît et ce qu'on aime. Fait qu'on souhaitait que les gens puissent accéder à la montagne. Pendant le verglas, c'était horrible, c'était plus praticable du tout. Fait qu'on a eu 2 mois au moins à couper des arbres qui étaient tombés dans les sentiers. Donc, on a eu un gros projet avec Développement des ressources humaines Canada. Pierre Petitgrou, à l'époque, était ministre de ce ministère-là. Et ça nous a permis de travailler avec 13 municipalités du territoire en gestion de la forêt urbaine. Donc, on a récupéré les branches. On se rappelle, là, il y avait des branches, on ne voyait plus les maisons. Là, les gens empilaient les branches devant les maisons. Fait que sur 13 municipalités, on a mis à peu près, je dirais, 250 personnes qui étaient au chômage, parce que ça existait encore le chômage en 98. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce qui est une bonne chose. Et on a aussi engagé une centaine d'élagueurs professionnels pour élaguer les arbres de tous les parcs et de toutes les rues de ces 13 municipalités-là. Et ça, je dirais que ça a donné un coup, parce qu'on a engagé au total 300 personnes en quelques mois, ils ont mis sur le terrain, tout ça. Ça a donné un coup aux municipalités et à la région pour dire « Oh, eux autres sont capables de faire des grands projets, sont capables de nous accompagner, sont dans l'action. »
Et donc, à partir de ce moment-là, Naturaction est devenu un organisme qui s'est mis à faire beaucoup de projets. Rapidement, là, des projets avec les municipalités, des projets avec des bailleurs de fonds, dans de très nombreux domaines. Puis là, on peut les énumérer. Donc, toute la question, on a eu pendant un certain temps, toute la question de la stabilisation des berges par le génie végétal. Donc, les berges sont érodées. Dans certains cas, il faut stabiliser l'endroit. Dans d'autres cas, il faut laisser le cours d'eau, ce qu'on appelle la liberté des cours d'eau. Donc, stabilisation de berges. Conservation des milieux naturels. Donc, on s'est mis, depuis le début de Naturaction, avec la montagne, tout ça, on était dans ce qu'on appelle une gestion intelligente ou de type conservation des milieux naturels où on travaillait sur le mont Yamaska depuis 1992, le mont Saint-Bruno, évidemment. Mais à partir de 2007, on s'est dit, là, il faudrait travailler comme organisme de conservation qui acquiert les milieux naturels. On est devenu propriétaire de milieux naturels, qu'on achète depuis ce temps-là des milieux naturels pour les conserver à perpétuité, en faire la gestion. On a beaucoup expérimenté dans les années 2000. Moi, j'étais le jeune DG fringant et on a fait des plans d'action en développement durable, des politiques environnementales avec les municipalités. On a lancé la certification clé verte sur les garages, les ateliers de mécanique automobile. On a encore 750 garages qui sont certifiés clé verte au Québec. On a lancé la Maison de l'environnement de Verdun. On a construit le bâtiment ici. Donc, dans les années 2000, là, ça a été vraiment là, l'espèce de jeune adulte Naturaction qui se déploie. Et après ça, on a essayé de stabiliser. Hein. C'est quelque chose, gérer une croissance. On est passé de 20 employés à une centaine d'employés en 5 ans. Et là, on s'est stabilisé, on s'est organisé, on s'est structuré. Puis, on arrive maintenant, je dirais, depuis fin des années 2010, on est plus dans ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les grands projets, la mise à l'échelle, essayer de résoudre les problèmes en se concertant avec les gouvernements, les municipalités, les acteurs du territoire ou les acteurs impliqués dans les dossiers environnementaux. Fait que là, on passe à un autre niveau. Là. Oui. Puis, vous travaillez sur les grands projets, puis comment est-ce que les citoyens peuvent se sentir impliqués là-dedans? Parce que souvent, un citoyen qui a à cœur l'environnement va se dire, oui, mais si moi, je fais pas de compost, c'est pas grave, parce que tout le reste des gens le font. Puis, tu sais, des fois, on dirait que c'est comme inaccessible ou quand, justement, c'est des projets de grande envergure, on se sent un petit peu détaché. Ouais. Comment est-ce que les citoyens peuvent se sentir impliqués dans cette cause-là? Bien, je pense qu'il faut distinguer beaucoup de choses. C'est une très, très bonne question qui pourrait prendre plusieurs heures à répondre, mais je vais essayer de simplifier ça. Tout le monde doit poser des gestes. Donc, le citoyen, le gouvernement, les municipalités, les décideurs, les entreprises, chaque personne qui a un pouvoir sur son empreinte écologique est interpellée, pas que par nous, là, par la société au complet, par les défis que les changements climatiques, que l'effondrement de la biodiversité qu'on vit actuellement nous interpellent. Donc, tout le monde doit poser un geste. Est-ce que le citoyen doit se sentir coupable? Est-ce que le citoyen doit absolument participer? Non. On a une société libre. Ce qu'on préconise, c'est aime donc la nature. Va en contact avec la nature et concentre-toi sur ce que tu aimes. Ce sont rares les gens qui n'aiment pas la nature. Pas tout le monde qui font du plein air, puis qui font de la randonnée, puis tout ça, mais la plupart des gens aiment la nature, aiment les animaux, ils vont l'apprécier. Donc, ce que tu aimes, là, pourquoi tu ne le protèges pas? Pourquoi tu ne fais pas attention? Puis, donc, une approche plus positive de « Hey, moi, j'ai 4 enfants, je les ai aimés, mes enfants, je les ai mis dans des conditions favorables pour qu'ils se déploient dans la vie. Bon, bien, la nature, je l'aime. Comme citoyen, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle se perpétue puis qu'elle aille bien? » Donc, les citoyens, nous, c'est là qu'on est. Fais ce qui est agréable. C'est le fun, composter, c'est le fun de faire de l'horticulture. Ça peut être le fun de voir différemment la nature. Actuellement, on est formaté à voir, par exemple, parlons de la pelouse. C'est très, très simple. La pelouse. La pelouse, c'est beau, c'est vert, c'est uniforme. C'est comme un tapis. C'est ça que les gens aiment. Ça me fait penser à mon mari. Voilà, on est dedans. Fait que ça, c'est vraiment une programmation qu'on s'est donnée avec les années. Qu'on veut un beau gazon. Qu'on veut un beau gazon. C'est une mode, c'est même un paradigme dans notre société. Pourtant,
quand on prend notre auto, puis la fin de semaine, on s'en va dans le nord, on loue un chalet, il n'y a pas de gazon, il y a des arbres autour. Il y a de la forêt, il y a de la nature, jusque sur le bord de la maison. Souvent, les chalets sont humides parce qu'il y a trop d'arbres. Comment ça se fait que ça, c'est beau, puis que la pelouse en banlieue est belle aussi? Fait que, arrêtons de mettre du gazon, plantons des arbres, puis laissons aller la nature, et automatiquement, on va aider les pollinisateurs, on va aider la biodiversité, on va être dans la connectivité, on va réduire le ruissellement. Il y a un immense paquet d'impacts qu'on va avoir positifs juste en laissant pousser la nature sur notre gazon. Oui. Fait que ça, nous, notre job, c'est d'interpeller les gens à dire « Hey, mais cette prise de conscience. Check là, regarde la ville de... Moi, j'étais à Otterburn. Je suis déménagé de Chambly vers Otterburn, notamment parce qu'à Otterburn Park, il y a beaucoup de terrains où il n'y a pas de gazon ou peu de gazon. Il y a beaucoup de forêts. C'est comme à l'abandon. Moi, je dis plus, c'est comme la villégiature dans les Laurentides ou en Estrie. Fait que, pourquoi pas? Regardons ça, apprécions-le. Si on aime ça, on le fait. Fait qu'on est là, puis là, c'est un geste très... ça, c'est très citoyen. Ça semble banal, mais ça a de l'impact, définitivement. Il y a la certification Amis des abeilles actuellement que plusieurs municipalités ont adopté, qu'on encourage, qu'on félicite. Ne pas couper le gazon pendant 2 mois au printemps. Pourquoi? Pour que les abeilles aient des fleurs. Parce que les autres fleurs n'ont pas encore poussé. Oui. Fait que on préserve la biodiversité de la pollinisation. Wow! Bon, ça pousse 2 mois, pourquoi pas ça pousserait tout le temps? Moi aussi, j'essaie de convaincre ma blonde. mais je comprends. Donc c'est, comme vous l'avez dit, c'est de ne pas faire personne se sentir coupable, mais c'est plutôt de les amener à apprécier. Exactement. Voir différemment, c'est ça. Moi, j'ai une voiture électrique depuis 6 ans. Puis les premières années, là, à 122 km d'autonomie, et je ne trouvais pas ça drôle à la Québec. Là. Ça me prenait des heures et des heures. Fait que là, on a acheté une deuxième voiture électrique, finalement, qui a plus d'autonomie, mais j'ai appris à apprécier, à faire un voyage en arrêtant à toutes les heures et quart, puis en prenant une demi-heure pour me recharger, puis à voir la vie différemment. Fait que, tu sais, j'ai pas souffert d'avoir une voiture électrique. J'aurais pu. C'est une question de perception. Et nous, Naturaction et la société est invitée à changer sa perception sur plein de choses. Parce que notre confort, il n'est pas soutenable. Oui. Notre consommation au Québec n'est pas soutenable. Fait qu'il faut réfléchir à voir différemment le bonheur et le confort. Oui, mais est-ce que vous sentez que les générations plus jeunes, là, ceux qui sont jeunes adultes, adolescents en ce moment, ont plus cette conscience-là? Oui, mais il y a des gains qui se font dans certains champs. Il y a des pertes qui se font dans d'autres. Donc, c'est une société. Oui. Il y a beaucoup moins d'éducation environnementale qui se fait par des organismes dans les écoles depuis de nombreuses années. Il y a des jeunes qui ne recyclent pas, qui ne compostent pas. Alors que c'est la jeunesse des années 80, 90, début des années 2000, qui a rentré le compostage, et pas le compostage, surtout la récupération au Québec. Fait il y a un travail à faire. Il faut retourner dans les écoles. Il ne faut jamais arrêter. C'est une nouvelle génération. Par contre, les jeunes achètent moins de voitures. Ils sont moins dépendants au niveau du travail. Ça n'a pas de rapport avec l'environnement, vous me direz, là, mais peut-être que quand on travaille moins, on consomme moins. Il y a ça aussi. Fait qu'il y a des choses qui évoluent. Il y a plus d'ouverture aussi en général. Les médias, la société parlent beaucoup plus de connaissances environnementales. La science environnementale est beaucoup plus diffusée. Mais est-ce que ça rejoint les jeunes? Nous, on est préoccupés actuellement par ça parce que les jeunes sont sur les réseaux alternatifs. Puis dans les réseaux alternatifs, il y a bien des chats, puis des mangas, puis il n'y a pas nécessairement de la science environnementale qui est diffusée. On voit aussi chez certains voisins d'autres pays limitrophes au Canada que la science environnementale n'est pas toujours comprise, même par les plus hauts dirigeants. Mais je vous posais la question parce que j'ai l'impression aussi que quand on parle d'éco-anxiété, par exemple, ça vient de ces générations-là. Donc, par défaut, je me disais que, ils doivent être beaucoup plus sensibles à ces enjeux-là. Oui, ils sont sensibles aux problèmes, ils connaissent les problèmes. Est-ce qu'ils s'engagent? Est-ce qu'ils font le geste d'appliquer les bonnes pratiques nouvelles ou encore de s'intéresser aux bonnes pratiques? Oui, je crois que oui.
Je crois que oui, quand même. Là. Moi, j'ai un peu d'espoir, mais il y a du travail. Tu sais. Puis en fait, notre travail, c'est ça. C'est une transition qu'on doit faire dans notre société. C'est un changement de paradigme à plein niveau, au niveau du transport, de l'alimentation, des loisirs. Il y a plein de choses qu'on doit transformer pour réduire notre empreinte environnementale et notre consommation, évidemment, aussi. Puis là, je parle juste du citoyen. On n'a pas parlé encore des entreprises, des industries, de l'extractivisme qui, au fond, nous sert. Le pétrole qu'on consomme au Québec, mais qu'on ne produit pas au Québec, il vient dans quelque part. Donc, il faut réduire notre consommation de pétrole. Tous les biens qu'on consomme, qu'on achète, ils ont été produits en quelque part et ils ont généré des impacts. Fait que notre travail, à nous, puis aux citoyens, c'est de mieux consommer, de mieux choisir, de s'informer, de... Tu sais, comme dit McSween, t'en as-tu vraiment besoin? Ensuite, est-ce qu'on peut réduire? Est-ce qu'on est-tu obligé de faire 3 voyages cette année? Peux-tu en faire juste un? Tu sais, on peut espacer les plaisirs? Ensuite, est-ce qu'on peut réemployer, réutiliser les biens? Est-ce qu'on peut partager les biens? Est-ce qu'on est obligé, tout le monde, d'avoir notre tondeuse, tous les outils, chacun une voiture? Est-ce qu'on peut mettre en commun? Tu sais, quand on pense à une municipalité, une municipalité, c'est une communauté. C'est une mise en commun de services. Bien, ça a été inventé, ça, la mise en commun des services. C'est qu'on peut mettre en commun de nouvelles choses pour réduire notre empreinte écologique. Puis nous, notre job, c'est d'essayer des affaires avec la population, avec la société, avec les gouvernements, pour trouver des nouvelles façons de vivre qui vont réduire notre empreinte écologique. Oui. Puis, pour terminer la parenthèse sur les jeunes, vous avez quand même développé des outils pour les rejoindre, notamment des capsules pour rejoindre les très jeunes sur les changements climatiques. Donc, vous faites votre part là, à ce niveau-là. Oui, tout à fait. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Je dis souvent à l'équipe avec qui je travaille, nous, on travaille, comment dire, pas dire contre, mais avec la réalité des milliards investis en publicité pour augmenter la consommation. Nous, on a des millions, quelques petits millions, pour changer les pratiques et tenter de modifier la consommation. Fait qu'on a des moyens. On a, par exemple, avec les écoles, on a été très fiers de faire ça. Pendant une dizaine d'années, on a accompagné plus de 200 écoles dans les Laurentides et en Montérégie pour favoriser ce qu'on appelait « Mon école à pied à vélo ». On va à l'école à pied ou à vélo au lieu de prendre l'auto. Et on a tracé avec les écoles, avec les municipalités, avec le service de police, avec les parents, les enfants, la direction, les corridors scolaires. Fait que ce qu'on voit en Montérégie, tous les corridors scolaires qu'on voit en Montérégie et dans les Laurentides, ils ont été tracés par les employés de Nature Action. Et ça permet de rassurer les parents, qui sont bien nerveux, nos parents aujourd'hui, d'en laisser aller leurs enfants à l'école à pied ou à vélo. Fait que ça, c'est une des choses qu'on a fait. Les capsules que vous nommez au niveau des changements climatiques, qu'on souhaite qu'ils soient diffusés, évidemment, c'est une autre approche de rentrer via des médias de ce type-là pour s'assurer que les jeunes comprennent les changements climatiques puis voient les bonnes pratiques. Oui. Puis là, juste dans les dernières minutes, on a parlé au début des pesticides, on a parlé des berges, on a parlé de la mobilité durable. Vous touchez, en fait, à tout ce qui touche l'environnement. Non. Non? On dirait... On se limite. Oui. Il y a des champs d'expertise qu'on n'a pas, puis c'est correct. Quand on décide de développer une expertise dans un champ, c'est souvent parce qu'il n'y a pas de joueurs. C'est notre rôle. Nous, notre travail, c'est de faire lever la vague du désir de changement. Fait que s'il y a des joueurs qui sont déjà là, comme en efficacité énergétique résidentielle, on a été longtemps là-dedans. Il y a des compagnies en masse maintenant. On n'est plus dans ce secteur-là. C'est correct. Il y a d'autres secteurs où on se dit, bien, malgré qu'il y a des gens de plus en plus qui s'y intéressent, on constate que c'est de l'économie sociale, qu'on devrait continuer à s'y investir et on persiste, on demeure dans le secteur. Fait que, souvent, notre travail, c'est d'être attentif aux nouveaux développements scientifiques. On est des scientifiques, mais on ne fait pas de recherche. On ne fait pas de recherche-développement, on fait de la recherche-action sur le terrain avec le monde. Fait que, ce qui se passe dans les universités, on essaye de capter ça. On engage plein de jeunes qui sortent des universités. Et après ça, notre travail, c'est de créer des nouveaux projets socio-économico, environnementaux, politico, nommez-les toutes, là, pour s'assurer de stimuler les communautés à adopter ces changements-là. Donc, quand on décide, par exemple, on parlait tout à l'heure, je crois qu'on en parlait, de liberté des cours d'eau,
La liberté des cours d'eau, c'est très dérangeant pour le monde agricole parce que ça remet en question l'espace cultivé. Donc, comment accompagner les agriculteurs dans un concept comme ça? On a des projets, on travaille avec eux lentement, progressivement, on cherche des méthodes, on les écoute. C'est quoi vos préoccupations? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne le faites pas? T'sais? Puis là, on les écoute, puis on intègre ça dans nos projets. Puis récemment, ça fait partie des nouveaux, je parlais de mise à l'échelle tout à l'heure, récemment, peut-être dans la dernière planification stratégique, là, il y a 4-5 ans, on a décidé d'agir non seulement sur le terrain, mais d'agir auprès des gouvernements. Donc, on fait maintenant des relations gouvernementales. On essaye de susciter la génération de programmes et quand même depuis quelques années de lois et de règlements qui favorisent des mises à l'échelle. Parce que souvent, moi, on travaille avec les municipalités, on fait du service conseil aux municipalités. Je dis toujours aux municipalités, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de ne pas le faire. C'est que vos citoyens le fassent. Ça ne vous coûtera pas cher dans votre budget si le citoyen le fait. Comme couper son gazon. Le citoyen coupe son gazon. On aimerait mieux qu'il ne le coupe plus, là. On veut laisser des arbres. C'est un mauvais exemple. Et là, vers quoi vous vous en allez? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en constante évolution. C'est quoi les prochaines étapes? Bien, comme je disais tout à l'heure, c'est la mise à l'échelle. Donc, on souhaite appliquer des projets pilotes qu'on fait depuis des années, puis que plein de partenaires font, que les universitaires disent depuis 15-20 ans, à grande échelle, donc pour résoudre les problématiques. Puis ça se soutient par des projets terrain encore, évidemment, par du staff, par des capacités opérationnelles, mais aussi ça se soutient par de la programmation gouvernementale, des orientations gouvernementales. Là, il y a les nouvelles OGAT, là, les orientations gouvernementales d'aménagement du territoire qui sont sorties récemment, auxquelles on a participé dans le processus pour orienter notamment la question de la protection des corridors de biodiversité. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire connecter nos montérégiennes, bien ça, c'est de l'aménagement du territoire, là. Maintenir les milieux forestiers présents sur le territoire pour les connecter vers le Grand Nord. Ça peut venir en concurrence avec les projets d'hydroélectricité, les projets de lignes, tous ces éléments-là qui fragmentent les milieux naturels. Donc, on est rendu là, c'est-à-dire d'accompagner, de collaborer, de travailler avec le gouvernement pour intégrer dans les nouvelles lois, les nouvelles politiques, les nouvelles pratiques, la protection de certains éléments de l'environnement. Oui. Puis il y a des choses qui se passent, puis qui vont vite, puis que c'est le fun. C'est stimulant. Tu sais, je prends par exemple Simon Jolin Barrette, qui est notre député ici. Ils ont adopté au gouvernement un projet de loi sur la réparabilité. J'en revenais pas. J'étais impressionné. En quoi ça consiste? Bien, je ne le sais pas. Puis c'est ça qui est drôle. C'est qu'on n'a pas été impliqué du tout là-dedans. On ne l'a pas vu venir. Donc, c'est beau de voir qu'il y a des initiatives. C'est stimulant de voir que la société va plus vite que nous. Les municipalités, actuellement, moi, je le dis depuis au moins 2 élections municipales, les élus sont verts, positivement, et ils s'impliquent, ils ont du désir, ils ont de l'ambition, ils expérimentent des affaires. Puis des fois, je regarde, je me dis, mon Dieu, je vais pouvoir prendre ma retraite, ça ne sera pas long, parce qu'ils font la job. Fait que moi, mon travail avec l'équipe de NAC, c'est de dire, OK, comment aller plus loin? C'est quoi le prochain pas? Parce que, malgré tout ce qu'on fait au Québec, notre empreinte écologique est beaucoup trop grande encore. Il faut continuer à innover, à développer, à changer nos paradigmes et à changer notre vision du confort de ce que c'est une société. Oui. Puis, sans vouloir le simplifier, ce serait où vraiment soit les industries, ou où est-ce qu'on pourrait mettre nos énergies pour réduire cette empreinte-là? C'est une bonne question. Moi, je dirais que tout ce qui est... Tu sais, actuellement, là, il y a des grands enjeux documentés scientifiquement au niveau des changements climatiques. Donc, tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, émissions de méthane, qui est 25 fois plus dommageable que le CO2, le gaz carbonique. Donc, les entreprises associées à ça, les activités quotidiennes, le transport. Et ça, le gouvernement du Québec travaille très fort là-dessus. Il y a vraiment le plan d'électrification de toute la flotte de transport. Il y a un beau travail qui se fait. Au Québec, on est déjà avec l'hydroélectricité. Fait que déjà, on génère moins de gaz à effet de serre que nos voisins. Mais tout ce qui est industriel relatif à ça, il devrait y avoir des investissements massifs pour réduire, changer les technologies
et ou, dans certains cas, remettre en question l'usage du produit fini qui sort de cette industrie-là. Tant qu'on n'a pas de technologie carboneutre, donc zéro carbone émis, bien, dans certains cas, il faudrait peut-être se dire, on peut-tu s'en passer? Ou on peut-tu avoir des produits de substitution, de remplacement pour maintenir notre niveau de vie, mais en le voyant différemment, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est que souvent, j'ai l'impression que si on ne le fait pas nous, OK, on va dire cette entreprise-là, on dit on en a-tu vraiment besoin? Si eux, on les ferme, on va dire. Ben, on va aller le chercher ailleurs, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Fait qu'on est vraiment dans un système socio-technique très complexe, avec une économie, des gens qui ont un travail, qui ont une maison payée, etc. Fait qu'il faut transformer ce système-là progressivement. Mais en fait, il y a des pays qui y arrivent. La Grande-Bretagne, ils ont adopté un budget carbone. Donc, c'est quoi un budget carbone? C'est qu'ils font à chaque année le budget du CO2 qu'ils peuvent émettre. Et ils suivent, ils se donnent des objectifs de réduction de CO2 à émettre. C'est comme une bourse du carbone, mais dans un pays. Donc ça, c'est magnifique. Souvent, on se dit, quand on mesure quelque chose, on peut l'améliorer parce qu'on le mesure. On mesure combien on a d'argent ou qu'on n'a pas d'argent dans notre compte de banque. On peut l'améliorer. Comme Mont-Saint-Hilaire ici a fait dans son plan climat. Ils ont vraiment fait le calcul de c'était quoi leurs émissions annuellement. Ça interpelle à ce moment-là toute la société et il faut mettre en place des mécanismes pour amener la transformation. Je parlais de bourse de carbone, de taxes sur le carbone, d'incitatifs à la transformation technologique. Donc, tout ça, c'est des choses qui existent, qui sont connues. Je lis actuellement, je dors mal, je suis en train de lire le rapport du GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'environnement et le climat qui accompagne les gouvernements de façon apolitique, mais scientifique, depuis 1994, je crois. Donc, ils font des rapports régulièrement. Et dans le rapport, tout est là. Les solutions existent. Il faut juste les appliquer. Il faut décider de les appliquer. Fait que ça prend quoi? Ça prend des événements comme aujourd'hui où on se parle puis que les gens nous entendent puis qu'ils se disent « Hey, la taxe carbone, c'est une bonne idée. Il faut la garder. Les voitures électriques, comment je peux investir dans les voitures électriques la prochaine année? Est-ce que je pourrais arrêter de couper mon gazon? Est-ce que il faut que les gens semer et se posent des questions sur leur impact et sur leur consommation. Et les gens, là, ils ne font pas juste rester en banlieue. Ils gèrent des entreprises, ils gèrent les hôpitaux, ils gèrent, il y a des gestionnaires, il y a des décideurs parmi la population qui coupent leur gazon. Ces gens-là, dans leur milieu, doivent se poser la question, comment je peux réduire mon impact? Est-ce que les centaines de milliers de produits chimiques qui sont développés par année, pas par année, mais mettons sur une décennie, par l'industrie chimique, puis qu'on n'est pas capable de tester, parce que le gouvernement n'a pas les ressources pour tester ces produits-là, leur interaction, leur nocivité, est-ce qu'on peut réfléchir comme société à, on peut-tu s'en passer? On peut-tu mettre en place des mécanismes pour arrêter de vouloir toujours une colle qui colle plus ou un tapis qui est plus, je ne sais pas quoi, pas d'électrostatique? On développe, les entreprises décident de développer des trucs qu'on n'a pas nécessairement besoin puis qui génèrent de la pollution, puis on ne s'en sort pas. Fait que les gens là, qui construisent, qui créent des produits, ils ont une responsabilité. Ces gens-là doivent se poser la question, « Hey, c'est quoi l'impact de mon produit que je suis en train de créer? Ce que je mets sur le marché, là, j'ai-tu fait le tour de la question? Non, je ne le mets pas en marché. Je ne le mets pas en marché. » Ça, c'est des décisions d'affaires, des décisions difficiles, mais on est rendu là. Donc, si on ramène ça à la consommation, souvent, on n'a pas idée nécessairement de l'impact que ça va avoir, soit sur notre santé, soit sur l'environnement une fois qu'on s'en départit. Souvent, on voit des images, là, mais ça se passe dans d'autres pays, des genres dépotoirs à ciel ouvert, tout ça. Puis on a l'impression que c'est tellement loin de nous, mais il y a des choses qui n'ont pas d'allure qui se passent au Québec aussi. Oui. Puis pour revenir à ce qui se passe ailleurs, bien, on exporte nos déchets. Il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués ailleurs, dont les normes environnementales sont beaucoup plus faibles, puis on laisse les déchets là-bas.
on laisse la contamination là-bas, puis nous autres, on a le produit fini ici. Il y a un travail à faire là aussi au niveau international de se poser des questions sur est-ce qu'on pollue ailleurs tout simplement, puis qu'on a des gens à notre service, pour ne pas dire des esclaves, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent pour produire nos biens à des salaires ridicules dans des conditions extrêmes, pour que nous, on aille notre petit T-shirt à 12$. Là. Fait que, il y a une réflexion globale à faire, puis on parlait tout à l'heure du bonheur, puis de vivre ensemble et d'être bien, puis c'est quoi le confort? Bien, je pense qu'on est une société qui doit se questionner sur le vivre ensemble. Moi, j'ai eu 4 enfants, puis je suis content que mes enfants soient des adultes parce que j'aimerais pas être confronté à la crise que les jeunes vivent actuellement aujourd'hui de « je regarde mon écran » comme adulte et comme enfant. Et on ne se parle plus et on n'éduque plus l'enfant. Tu sais, on lit les reportages actuellement. Donc, on a moi je pense, à se remettre en question sur pourquoi on est des humains sur cette terre. Tu sais, à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est le rapport humain, c'est aimer son prochain, c'est s'occuper de son prochain, c'est d'être d'avoir les biens de base, un toit, de la nourriture, du plaisir, des loisirs, un travail qui est raisonnable, qui est agréable, qui a du sens. Le reste, on en a-tu besoin? Fait que, puis, si on va plus loin, notre société isole les gens, et ça a un coût environnemental, l'isolation. Le fait qu'on n'ait plus de logements disponibles, c'est pourquoi? Parce que les maisons sont grandes et sont vides. Les couples se séparent, les gens vivent seuls, tout le monde dans son silo, puis chaque silo a une empreinte écologique. Puis, comme on veut vivre tout seul, bien, on n'a pas de colocataire, on n'a pas de logement dans notre sous-sol, parce qu'en banlieue, on ne veut pas avoir de population différente, pour dire ça élégamment. Donc, il faut changer nos règles d'urbanisme pour avoir des logements dans les sous-sols, puis que les jeunes puissent avoir accès à un logement, ou même les familles ou les personnes âgées, puis avoir du multigénérationnel. Donc ça, c'est ma vision à moi. Oui, mais ça c'est pas basé sur la science, c'est basé sur un regard sociologique. Que tout est lié, parce qu'on ne pourrait pas nécessairement faire le lien entre la crise du logement puis l'impact environnemental. On peut pas, mais il y en a effectivement un. Donc, c'est vraiment d'ouvrir cette discussion-là, puis c'est vraiment important. Puis, à travers tout ça, parce que bien sûr, la problématique, elle est grande. Comment est-ce que vous faites pour rester optimiste à travers vos actions? Comment vous continuez à avancer sans vous décourager? Parce que c'est le problème, il est là. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut s'informer. Moi, je me suis posé la question récemment, là, il y a peut-être moins d'1 an. Je posais la question à Steven Guilbeault. J'avais une conférence de presse avec lui, puis on allait se préparer. Puis je dis, Steven, comment tu gardes espoir, toi? Il m'a donné 2 exemples. Il y en a un que je me rappelle. Il dit, Pascal, ça marche, les relations internationales. Il y a 75% des projets d'usines de génération d'énergie à partir du charbon qui ont été éliminés, qui ne se construiront jamais. OK, 75%, c'est pas assez, hein? On peut voir le verre à moitié, parce qu'il y a encore 25% qui vont se construire, puis il faut fermer les anciennes. Mais, OK, on ralentit la folie d'utiliser du combustible fossile, dont le charbon qui est le pire de la gang, ou les sables bitumineux, une autre histoire. Donc, il y a ce transfert, cette transition qui se fait doucement. Trop doucement, mais ça se fait. On parle au niveau international qu'on va peut-être atteindre le pic d'émissions. Il faut descendre à 0, là. Mais on va atteindre le pic. Fait qu'après le pic, on descend. La Chine investit massivement dans le photovoltaïque. C'est pas parfait. Photovoltaïque, ça veut dire des mines, ça veut dire creuser, ça veut dire construire les panneaux solaires. Mais les Chinois ont le droit à l'électricité, eux aussi. Là. Au moins, ils n'utilisent pas des centrales au charbon, qui sont beaucoup plus nocives. Donc, on s'en va vers l'éolien, vers le solaire. Il y a une transition qui se fait au niveau international. Mais il reste des chantiers de fond à aborder qu'on n'aborde pas. Les produits chimiques que je nommais tout à l'heure, que notre section n'est même pas impliquée là-dedans. On pourrait s'impliquer éventuellement un jour. Mais les cosmétiques qu'on se met dans le visage, ce qu'on mange, ce qu'on boit, une foule de produits là, qui sont délétères, dangereux, connus, reconnus, mais comme il n'y a pas eu d'études de symbiose, la science n'a pas été capable de démontrer
qu'il y avait un danger, bien, on consomme. Puis après, on se demande pourquoi on a le cancer. Oui. Puis vous sentez que le gouvernement donc, est à l'écoute de vos besoins. Et quand vous allez discuter avec eux, que vous émettez, soit des problématiques, que vous présentez des projets ou que... Tout à fait. Quand je sors de mon analyse sociale que je viens de vous faire récente, si on revient à Naturaction puis aux projets de base sur lesquels on travaille, il y a vraiment de l'appétit. Beaucoup d'appétit pour les nouvelles visions. J'étais au lancement là, du nouveau quartier vert de la ville de Belleuil avec Pierre Thibault il y a quelques jours. Et c'est exceptionnel. On était là aussi. Vous étiez là, oui, je vous ai vu. Alors, c'est exceptionnel ce qui se passe. C'est qu'un conseil de ville de banlieue dise, nous autres, on va recréer des quartiers à la Copenhague avec un vivre ensemble extrêmement différent de ce qu'on vit dans nos villes de banlieue. Wow, moi, je suis éberlué. J'en ai pas dormi cette nuit-là. J'étais impressionné par la vision de la ville de Belleuil. Mais ça donne espoir. Oui, parce qu'en ce moment, on a l'impression, le Danemark, c'est loin. Ouais. Mais là, si on l'a ici, à Belleuil, dans la vallée du Richelieu, les autres, après, tout à fait. C'est beaucoup plus accessible. C'est ça. Puis, moi, je crois beaucoup à l'approche de dire, regarde, on est bien, ça se fait. Il y a des gains à vivre comme ça ou à avoir cette empreinte écologique-là. Mais si ce produit-là, ce quartier-là se déploie, les gens vont voir que les gens y sont bien, vont voir que l'empreinte écologique est plus faible, elle n'est pas à zéro, là, parce qu'on est quand même en banlieue. Peut-être que ça va se multiplier en banlieue. Oui. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour Naturaction dans les prochaines années? C'est quoi votre vision à moyen terme, disons? Ce qu'on souhaite, c'est évidemment avoir le plus de moyens possible, donc des moyens réglementaires, des moyens financiers, des moyens en termes d'employés, pour faire les mises à l'échelle, que je nommais tout à l'heure. Puis là, on est en mode, on se permet de rêver chez Naturaction dans nos équipes pour voir quel projet on considère qui répond à des enjeux de fond en environnement, qu'on pourrait mousser, puis qu'on pourrait déployer, puis tenter de mettre à l'échelle. On appelle ça les grands projets. Donc, on est là-dedans. Là. Fait qu'on est en train de monter ces projets-là. On va aller voir les alliés, parce qu'on est dans une démarche de partenariat. Il n'y a rien qu'on va changer tout seul, Naturaction. On va faire ça avec les gens ou avec les entités, les organisations qui vont nous suivre ou nous accompagner ou nous guider. Et on sent de l'appétit. On sent qu'il y a un belle écoute. Fait que je peux donner des exemples très concrets. Par exemple, le ciel étoilé du lac Mégantic. OK? Donc, le ciel sans lumière qui diffuse vers le ciel autour du lac Mégantic. Il y a des projets de règlement. Il y a des règlements qui ont été adoptés par les municipalités. Puis il y a une documentation sur l'effet sur la santé humaine et la santé faunique et même floristique d'avoir des nuits sans lumière artificielle. Donc, un des projets qu'on rêve chez Naturaction, puis là, on est vraiment dans le rêve, on est dans la nuit. Alors, c'est d'étendre, enfin, on est en réflexion, là, de soutenir les initiatives qui vont dans ce sens-là. Actuellement, il y a Énergère, qui a un contrat avec Hydro-Québec, qui est en mode accompagnement des municipalités pour changer leur lumière, changer les lumières extérieures, des lumières de rue. Et ça, ces lumières de rue-là vont diffuser beaucoup moins d'énergie vers le haut. Donc, on envisage de collaborer avec eux, on se parle, on discute. Donc, ça, c'est un des projets. Qu'est-ce qu'on a comme autre projet? Bien, on a un désir, on parlait de jeunes tout à l'heure, de retourner dans les écoles, puis d'accompagner les enfants qui souffrent d'écho d'anxiété, qui souffrent de déficit nature, de les accompagner dans une prise en charge personnelle de la décarbonation de notre société. Comme moi j'ai fait quand j'avais 17, 18 ans, 19 ans, quand on a implanté la collecte sélective à Belleuil. J'ai lancé ça, moi, avec mes chums, à 18, 19 ans. Fait qu'on est allé dans les écoles, puis on a parlé aux jeunes, puis dit, bien, le journal, au lieu de le mettre aux poubelles, on peut-tu le recycler, puis voilà comment on va s'y prendre. Fait qu'on va aller voir les enfants, puis leur dire, le projet de notre société, c'est décarboner notre société. C'est de réduire l'utilisation du carbone.
comment on peut s'y prendre? C'est quoi la science? C'est quoi les moyens? Qu'est-ce que dit le GIEC? Et quel est ton pouvoir, toi, comme enfant? Fait que là, quand un enfant a du pouvoir sur changer sa société, normalement, l'éco-anxiété diminue. Ouais. Parce que le stress, c'est quoi? C'est une absence de contrôle. Donc, quand tu as du contrôle, entre autres, bien d'autres choses que le contrôle, mais quand tu as du contrôle sur une situation, que tu agis, que tu es dans l'action, habituellement, ça aide. Que tu sens que tu peux faire Fait que ça, c'est un autre grand projet qu'on monte, puis on va interpeller des acteurs pour aller dans les écoles du Québec et donner le pouvoir aux enfants de dire « Hey, c'est pas juste une catastrophe, là, les changements climatiques, c'est une opportunité d'agir sur ta société. Puis toi, qu'est-ce que tu peux faire? » Puis il y a du beau là-dedans. Oui. Tu sais, planter des arbres, avoir de la nature dans sa cour d'école, c'est un geste qu'ils peuvent faire. Au lieu de passer leur récré sur de l'asphalte, ils pourraient avoir des jardins, ils pourraient avoir des arbres, ils pourraient avoir... Oui, puis juste tout ça va ensemble. Ce sentiment de communauté-là, sentiment d'appartenance à une cause également. Exactement. Ça peut être que bénéfique pour ces jeunes-là. Ça, c'est 2 grands projets. On en a d'autres que je ne dévoilerai pas tout de suite. Puis c'est le travail qui m'anime, qui nous anime actuellement. Oui. Puis comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider? C'est quoi vos besoins? On a beaucoup de besoins. C'est normal. J'expliquais tout à l'heure le rapport de force ou le rapport de présence dans les médias de tout ce qui suscite la consommation puis la génération d'une empreinte écologique plus grande par rapport aux petits moyens que nous, on a. Fait que parlons-en. Aujourd'hui, c'en est un moyen. Vous nous donnez l'opportunité de parler de ça. Les gens peuvent faire des dons à Nature Action. Nous, on a une plateforme de dons sur notre site Internet où les gens peuvent nous donner des sous pour qu'on les investisse dans des causes spécifiques, notamment la conservation des milieux naturels. Ils peuvent choisir la cause. Il y a beaucoup de gens dans la région qui aiment la nature, puis qui ont peut-être des terrains, des gentlemen farmers, qui se disent, ben moi, je veux m'assurer que ça va être protégé à perpétuité, qui nous appellent s'ils veulent une servitude de conservation ou s'ils veulent nous donner leur terrain. On accepte sur certaines conditions, parce qu'on ne peut pas accepter tous les dons, c'est assez fascinant, mais on ne peut pas accepter tous les dons. Et ça permet d'assurer ces personnes-là qu'on va conserver à perpétuité les terrains. On a une banque de bénévoles. Les gens peuvent aller sur notre site Internet, ils peuvent appliquer pour certaines tâches qu'on a besoin. On a des patrouilles dans nos milieux naturels, on a des corvées de nettoyage, des corvées de plantation. On a besoin d'administrateurs au conseil d'administration. Donc, il y a moyen pour monsieur, madame, tout le monde dans la région de s'impliquer puis de donner un peu de son temps ou de ses sous pour... Évidemment, moi, je trouve que la meilleure chose, c'est pas envers Nature Action, c'est de réduire leur empreinte environnementale. Si les gens veulent nous aider, qu'ils se remettent en question puis qu'ils se disent « Hey, qu'est-ce que je peux faire, moi? » Puis y aller progressivement. Oui. Et moi, je suis devenu végétarien. Ça m'a pris 3 ans. Progressivement. Au début, je m'ennuyais de la viande puis du poisson. Une fois de temps en temps, je m'achète des huîtres puis un saumon. Mais je suis végétarien, je suis sportif, je fais des marathons. Je ne manque aucun aliment et mon empreinte écologique au niveau alimentaire a grandement diminué. Oui. Je l'ai fait progressivement. C'est là que ça revient à l'éducation puis de comprendre c'est quoi notre impact, qu'est-ce qui a de l'impact dans les actions au quotidien qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on a vraiment besoin à travers ça Tout à fait. pour rester Tout à fait. Puis c'est difficile, tu sais, quand on interpelle une société puis qu'on se dit on veut faire un changement de société. C'est ça que nous, on propose, Nature Action. Bien là, on est des gens occupés. Hein? Des gens de la banlieue ici, là, de la région, c'est du monde qui travaille, c'est du monde qui ont des responsabilités, qui ont des enfants ou qui ont des parents âgés à s'occuper. On est du monde bien occupé. Fait que, se donner un espace de temps pour réfléchir à son empreinte écologique, à trouver des solutions, à remettre en question ses pratiques, juste ça, là, c'est un investissement. Puis ça, c'est désiré et reconnu. Oui, puis où est-ce qu'on trouve des ressources? Si quelqu'un prend le temps, s'assoit, là, puis dit OK, bien, il y en a de plus en plus. Là. Internet est rempli. Vous pouvez aller sur le site de Nature Action. Il y a plein de sites. Écoutez Découverte, juste l'émission Découverte, là. La Semaine verte. Il y en a plein d'informations dont les gens peuvent disposer, puis progressivement implanter des bonnes pratiques. C'est pas ça qui manque. Oui. Donc, on va inviter les gens à aller sur nature-action.qc.ca pour découvrir une foule de ressources, mais aussi
plein d'informations sur les projets, les grands projets sur lesquels vous travaillez, vos expertises, votre équipe également. Oui, tout à fait. Et bien sûr, on va avoir la chance de se reparler, puis peut-être d'aller rencontrer plusieurs intervenants, soit sur le terrain ou en studio dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Pour parler des Je peux peut-être ajouter un dernier élément. Oui. Nous, on gère des écocentres. L'Insurrection, on fait la gestion de 8 écocentres dans la grande région de Montréal. On reçoit 300 000 visiteurs par année dans ces écocentres-là. On n'est pas propriétaire, on est à contrat avec les municipalités. Et on va passer à peu près 70 000 tonnes de matière, de bois, de produits de toutes sortes qui sont jetés dans les conteneurs. Et il y a, moi je trouve ça accablant, de voir la qualité des matériaux qui sont jetés. Il y a beaucoup de produits neufs, de matériaux qui pourraient être réemployés, réutilisés par le voisin, par la famille ou via un nouveau réseau de distribution. Ça, c'est un de nos rêves, c'est d'avoir des centres du réemploi près de ces écocentres-là ou associés à ces écocentres-là, où les gens pourraient ramener leurs retails, leurs morceaux de matériaux de construction qu'ils n'utilisent plus, et qu'il y ait un soutien plus grand, financier, pour faire vivre ces organisations-là. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils détournent par le réemploi un organisme qui s'appelle Coder, je crois. Ils détournent 5 000 tonnes métriques par année via le réemploi. Ils détournent ça de l'enfouissement. De matériaux, de meubles, d'outils, de trucs qui sont jetés, qui est encore en bon état. Qui peuvent être revalorisés ou réutilisés. Tout à fait. Fait qu'on revient encore à « j'en ai-tu besoin? Je ne l'achète pas. Si je l'ai, au lieu de le jeter, je peux-tu le donner à quelqu'un? Il peut être réemployé? » Quelles sont mes alternatives? Puis donnons-nous comme société les moyens pour faire rouler ce qu'on appelle l'économie circulaire, pour augmenter notre taux de circularité de nos déchets, parce que ce n'est pas des déchets, c'est des ressources, tout le guillemet déchets. Il y a tout un travail qui peut se faire là. Oui. Puis ça, nous, on en est conscients. Puis c'est un de nos grands projets qu'on caresse, là, de se dire comment aider notre société à mettre en place des filières d'économie circulaire qui vont permettre, encore une fois, de réduire notre empreinte écologique. Oui. Parce qu'une fois qu'il est consommé, le produit, on est pogné avec. Là. Idéalement, il ne faut pas le jeter. Quand on est tanné de le voir. C'est ça. Le monde qui change leur meuble aux 3 ans. Hein? Puis en attendant que ces centres-là, que ce rêve-là se concrétise, bien, c'est aussi de semer cette graine-là auprès des gens, de se dire, OK, bien, peut-être que ce morceau de bois-là, peut-être que mon voisin en a besoin. Donc, avant d'aller à l'éco-centre, tout à fait, je pourrais faire le tour de mon entourage. Donc, c'est juste d'adopter des nouveaux réflexes aussi. Ça permet de jaser aux voisins. Oui. 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 Merci, M. Bigras, pour votre temps et de nous avoir accueillis dans vos magnifiques locaux. Ça fait plaisir. Vous êtes bienvenus quand vous voulez. À bientôt. Merci, au revoir.